C'est ça. La petite feuille, là, c'est ça? Hein? Ouais. Fait que dans le fond, j'imagine que tu as déjà vu ça à l'école, le PODDC, là, j'imagine ça dit de quoi. Fait que, on va se concentrer là-dessus au début, puis à la fin, on va vraiment plus se poser des questions sur la problématique qu'on traite sur le projet. Fait que, on va commencer. Ouais. C'est bon. Au niveau de la planification, quelle est la stratégie concurrentielle de l'entreprise? Comme quelles sont les stratégies face aux concurrents, par exemple au niveau de la qualité, au niveau pour entrer sur le marché, la diversification des produits, puis on ne trouve pas des choses ailleurs qu'on peut trouver autre chose comme. Je vais parler pour IGA parce que Empire, en fait, il y a juste pour faire un portrait global, tu as Empire qui appartient de la spéculation immobilière, puis des cinémas, puis l'ensemble. Puis Sobeys fait partie d'Empire. Puis à l'intérieur de Sobeys, il y a plusieurs entités, dont IGA. Donc on va se concentrer surtout sur IGA. IGA, ce qu'ils veulent faire, puis pourquoi ils veulent se différencier, c'est pour l'offre de services aux consommateurs. Donc quand vous allez chez IGA, comparativement aux bannières escomptes, mais vous allez avoir du service en magasin. Puis la gamme des produits, mais oui, on peut avoir une qualité supérieure au niveau des produits offerts. Donc il y a différentes catégories. Si on prend les fruits et légumes, différentes catégories de produits, catégorie 1, 2, 3, mais chez IGA, ça va être la catégorie 1. Des fois, il va y avoir une différence de prix, effectivement, mais c'est parce que vous allez payer pour cette qualité-là. Okay. On n'a pas... on a fait... il y a eu un choix qui a été fait il y a quelques années pour s'en aller dans une ligne de bannières à service. On n'est pas là pour concurrencer les bannières escomptes, c'est-à-dire les Maxi, les Walmart, puis les Costco. On est vraiment là pour être une bannière qui va être près des consommateurs, puis offrir une distinction en fait de diversité. C'est-à-dire que si vous allez chez Costco, ça va être un produit, vous allez l'avoir en grande quantité. Nous, on veut offrir aux consommateurs tous les produits, la plupart des produits qui vont s'offrir sur le marché. Puis oui, il va y avoir probablement une petite différence de prix, mais si tu viens chez nous, tu vas trouver ce que tu veux. Au meilleur prix possible, puis en meilleure qualité possible. Comme deuxième question, quels moyens entreprenez-vous pour vous distinguer? Ça fait partie, c'est une réponse qui est quand même globale. C'est ça, ok. Puis, quelle est la stratégie corporative de l'entreprise? C'est plus comme à l'interne, comme c'est quoi, au niveau global de l'entreprise, genre quelle stratégie adoptez-vous pour consolider les parts de marché que vous détenez dans l'industrie alimentaire? Écoutez, durant les 6 derniers mois, puis vous l'avez vu dans les médias, il y a une stratégie qui a été employée, qui était réduction des prix. On voulait... je crois que ce qui est arrivé au niveau publicitaire, puis attente qu'on a générée au niveau des consommateurs, était plus grande que ce qui avait été qui était désiré. C'est-à-dire qu'il y a une réelle économie d'échelle qui est effectuée chez IGA avec le programme Mosaïque qu'on appelle, c'est-à-dire que la campagne On bouffe les prix a offert une diminution de prix, mais ça n'a pas été perçu, puis ça a été mal expliqué au niveau des médias. Puis au niveau des campagnes publicitaires. Puis au-delà de ça, c'est que les médias nous ont comparé, d'entrée de jeu, j'ai dit, on est une bannière de service. On peut pas se comparer avec des Maxi et des Walmart qui offrent des produits. Des fois, ça va être les mêmes, mais c'est souvent les quantités qui vont changer. Puis ils n'offrent pas de service comme nous on l'offre. Fait qu'on peut pas se comparer à eux. Puis les médias, malheureusement, ont fait cette comparaison-là, qui a fait en sorte que, effectivement, pour les consommateurs, la baisse de prix qui était perçue ou annoncée n'était pas celle qui était attendue ou annoncée
par les médias. Parce qu'ils nous comparaient encore à un panier chez Walmart ou chez Maxi. On s'est jamais dit qu'on était pour battre ces gros escompteurs-là. Ce qu'on a dit, c'est qu'on était pour se rétablir au niveau du marché dans nos bannières à service puis être les moins chers. Puis effectivement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que par rapport à Métro, par rapport à Provigo, on est les moins chers. C'est les deux autres bannières à service. On est 3 grosses bannières à service au Québec. Il y a Provigo, Métro et IGA, puis on demeure quand même le moins cher des 3. Donc, ce qui a été fait pour consolider les consommateurs, puis la stratégie a été fait avec Mosaïque pour démontrer qu'on voulait offrir les prix les moins chers dans les bannières à service. Fait que c'est vraiment ça, la stratégie globale d'IGA. Okay. Est-ce qu'elle va changer durant la prochaine année? Ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre à ça aujourd'hui. Par contre, c'est ce qui au niveau global de l'entreprise, c'est la stratégie qui est employée. Puis ça fait maintenant, ça veut dire, on l'a débuté en mai, donc ça fait 4-5 mois là, que c'est en vigueur, malgré tout le tapas publicitaire qu'il y a eu, puis médiatique. Okay. Moi, je vais vous parler plus de l'organisation. Là, juste si vous avez des questions complémentaires ou si je ne réponds pas à votre question, n'hésitez pas. Là. OK, c'est bon. C'est complet à date. Ouais. C'est bon. Comment l'entreprise est organisée? Est-ce que vous avez... Au niveau hiérarchique, tout ça, là, OK. Est-ce que vous êtes capable de me faire un organigramme? Oui, bien, sans rentrer dans tous les noms, puis parce que tout ce qui est organigramme, c'est probablement une des choses qui est la plus sensible dans une organisation parce que la fuite ou la volonté d'aller chercher ou de voler de la propriété intellectuelle, c'est les cadres, les organisations mettent beaucoup d'énergie sur ces cadres, puis on veut les développer, fait que c'est certain qu'il y a des organigrammes. Quand tu vois l'organigramme de l'entreprise, c'est facile d'aller chercher un cadre par après pour aller l'amener chez vous. Fait que je peux pas vous faire une démonstration, je vais juste vous dire les grandes lignes. Les noms des grands dirigeants, ça, il n'y a pas de problème, tout le monde les connaît quand même. Mais, fait que, au niveau national, donc Sobase Inc., c'est François Vimard qui est maintenant le CEO de Sobase. Puis, tu as la vice-présidence qui suit au niveau national. Découle de là l'entité qui est IGA au niveau du Québec, IGA Inc. Donc, le président, voyons. Si tu oublies son nom, c'est facile à trouver sur Internet. Oui, tu vas pouvoir mais voyons donc. Excuse-moi, là, c'est vraiment parce que... il va me revenir, c'est bon. Okay. Donc, tu as la présidence, puis il est sur le conseil d'administration de Sobase. Par la suite, les vice-présidences. Donc, il y a une dizaine de vice-présidences au niveau du Québec, dont la vice-présidence au niveau de la distribution qui est Daniel Côté. Découle de là les directeurs de tous les centres de distribution. Après ça, dans chaque centre, tu as des chefs, des contremaîtres principaux, des contremaîtres, des coordonnateurs, puis l'ensemble des employés. Okay. Donc, c'est toutes les strates. Il y a environ, je vous dirais, une dizaine de strates hiérarchiques globales. C'est environ ça, les Américains. Okay. Ça répond-tu à la question? Oui, ça répond. Puis, en fond, comment le pouvoir est distribué entre les différents niveaux de gestion? OK. Tu sais, mettons, plus particulièrement ici. Oui, OK. Ben, tout ce qui est planification stratégique globale de l'entreprise, ça va être la présidence et la vice-présidence. Okay. Par entité, par la suite, chaque ligne d'affaires, c'est le vice-président avec les directeurs qui vont donner l'orientation stratégique de la distribution. Chaque centre de distribution, l'orientation du centre, tout ce qui est vision, mission, propre à chaque centre, puis les priorités, ça va être ça va être le comité de gestion, donc les directeurs, les chefs. Le pouvoir décisionnel au niveau du centre, le directeur a le pouvoir décisionnel sur l'ensemble de son centre, puis les départements, c'est les chefs qui ont les pouvoirs décisionnels pour chacun des départements. Tout ce qui est gestion, parce qu'il y a tout le temps, j'ai juste les termes anglais, mais je vais les franciser, là, mais tu as gestion de haut niveau, tu as gestion de... tu peux le dire en anglais. Mais ouais, mais
gestion du milieu, si on veut dire. Puis après ça, tu as la gestion de base. Donc, gestion de base, contremaîtres principaux, contremaîtres. Moi, on va dire une gestion milieu, parce que j'ai pas plein pouvoir décisionnel sur le centre, mais j'ai plein pouvoir décisionnel sur mon département. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le pouvoir décisionnel. Parfait. Puis, quelles seraient les tâches clés dans l'organisation? Dans le fond, par tâches clés, je pourrais dire comme le travail qui est terminé, comme que le titulaire d'un poste doit faire. Ce serait ça. Tu sais, mettons, toi, c'est quoi tes tâches clés en ce moment comme chef aux opérations? OK, ben gestion budgétaire. Okay. Donc, atteindre tout ce qui a été budgété au niveau de... On fonctionne en alimentation, on fonctionne avec un coût du morceau. Donc, d'atteindre le coût du morceau, d'atteindre tous les sites de productivité qui ont été établis. C'est moi qui les établis aussi, mais il faut que je m'assure de les rencontrer par la suite. Gestion de la main-d'œuvre, donc gestion de l'équipe de cadre. Gestion de l'embauche. Okay. Tout le volet disciplinaire. Donc, c'est de chapeauter l'ensemble de ça, mais c'est certain qu'on a une équipe qui est avec nous. Il n'y a personne qui peut rien faire seul, là, fait que ça fait partie de l'ensemble en collaboration avec l'équipe. Selon vous, ce serait quoi les facteurs de l'environnement, soit interne ou externe, qui pourraient avoir un impact sur l'entreprise? Dans le fond, par interne, je peux dire employés, les objectifs, ou externe, plus les politiques de qualité de contrôle des aliments. Contrôle aliments ou même tout ce qui, on ne se le cachera pas, tout ce qui est au niveau économie, donc l'inflation, le marché en tant que tel, on le sait, dès qu'on a une crise, peu importe le secteur, va avoir une incidence directe sur le secteur alimentaire. On est à la base de tout, même si tout le monde va devoir se nourrir jusqu'à la fin des jours. Quand le marché est faible ou quand il y a une pénurie d'emploi, ou le taux de chômage est élevé, mais c'est certain que quand on est dans un créneau comme le nôtre, qui est une bannière d'offres de qualité supérieure puis à service, c'est certain qu'il peut y avoir un exode pour les bannières à escompte, justement, si le marché va moins bien. Fait que ça, c'est des facteurs externes qui pourraient nous affecter négativement. Au niveau à l'interne, mais facteur, puis on va le vivre là, durant les 20 prochaines années, c'est la rareté de la main-d'œuvre. On a un enjeu au niveau de la rétention de la main-d'œuvre. On est encore, puis là je vais parler de la distribution, on est dans un secteur qui est vraiment précaire. De l'assemblage, on fait de l'assemblage de commandes, qui est de l'assemblage physique, manuel. C'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. C'est pas un travail que le monde aime nécessairement. Quand on est jeune, les gens vont dire je vais être avocat, je vais être ingénieur, je vais être pompier, policier, mais je vais être assembleur de commandes, c'est pas... non, mais c'est difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre, c'est un métier qui est difficile. Donc, on a un enjeu au niveau de la rétention, il va falloir travailler sur ça. Okay. Oui, il y a tout le volet technologique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut nous influencer. Ça, c'est négatif, la rareté de la main-d'œuvre, mais il y a un côté positif aussi au niveau de l'environnement qui peut venir nous aider, l'environnement externe, tout le volet technologique. Donc, on vient d'ouvrir un centre de distribution automatisé il y a 3 ans, complètement automatisé. Il reste une partie manuelle encore, mais le 75% des opérations sont faites automatisées. Donc ça vient nous aider au niveau de combler ce manque au niveau de la rareté de la main-d'œuvre. Parfait. Ça répond vraiment à la question. Ouais, ok, c'est bon. Je le pose quand même. Ouais, c'est vrai, il l'a dit. Oui, parfait. Donc, je vais passer à plus ce qui concerne la décision. Mais je vais juste rajouter quelque chose ici en même temps, ça va être complémentaire. Puis ça va... Mais c'est certain qu'on parlait de contrôle alimentaire, contrôle qualité. Oui. Tout ce qui est au niveau des... On importe beaucoup d'aliments. On veut offrir des aliments d'ici, mais on s'entend qu'on ne peut pas faire pousser d'ananas ou on ne peut pas faire pousser d'orange encore. Donc, oui, il y a un gros contrôle au niveau alimentaire puis qualité des produits.
Par contre, tout ce qui est transport, on est à risque d'avoir une pénurie de certains aliments dus au transport ou à la qualité des aliments quand ils arrivent ici. Faut faire attention aussi à ça. On est dans un marché où les gens veulent avoir le plus de variété possible au moindre coût. Ouais. Par contre, le fait de ne pas avoir l'apport spécifique que le client veut telle semaine fait en sorte qu'il ne pourrait plus revenir chez nous. Et que c'est un environnement externe qui vient nous... on est toujours à la merci de la qualité, fait qu'il faut toujours être proactif là-dessus. On n'a pas le contrôle sur tout. Okay. Puis on l'a vécu il y a 2 semaines, un front page complet sur les clémentines. On est les premiers à les sortir. Il n'y avait pas assez d'eau parce que le niveau du fleuve... C'est pour ça que c'était le rush des clémentines. Oui, le niveau du fleuve, le niveau d'eau était trop bas. Facteur climatique, ça va nous affecter dans les prochaines années aussi. Le niveau du fleuve était trop bas. Le bateau a dû s'alléger pour rentrer au port de Montréal. Ça fait en sorte que les clémentines, au lieu de rentrer, puisqu'on est just in time tout le temps, on veut offrir la meilleure qualité de produit possible. Le bateau arrivait de l'Espagne, les clémentines. Il est arrivé au port. Il devait rentrer pour le mercredi, mais le mardi, on les a eus seulement le vendredi. Wow. Ça fait en sorte qu'en magasin, malgré l'annonce promotionnelle faite en front page de Clémentine, on était les premiers à les annoncer, les clients n'étaient pas disponibles avec un client pour le dimanche. Donc, c'était censé être à partir du jeudi. Donc, 3 jours de retard, on est affecté, puis on est à la merci de l'ensemble des facteurs environnementaux. Wow, quand même. Ça m'a surpris, je ne connaissais pas... L'histoire des Nord, mais oui, puis c'est surtout le week-end qui était là, mais c'est pour ça. OK, quand même. Là, on va parler plus de décision. Dans le fond, si jamais vous êtes confronté à un problème dans l'entreprise, soit avec des employés ou soit n'importe lequel, ce serait quoi votre méthode de résolution, dans le fond, pour résoudre le problème? Je passe toujours... connaissez-vous Six Sigma un peu? Non. OK, en fait, bien simple, là, c'est tout dépendant de l'urgence de la problématique. Quand il y a un problème, tout dépendant de l'urgence, il y a des problèmes qu'on doit agir immédiatement pour corriger la situation. Donc, peu importe, dans ces genres de problèmes-là, de problématiques-là, tu ne regardes pas c'est quoi la meilleure solution, tu veux trouver la solution ponctuelle qui va résorber le problème. Puis par la suite, tu vas regarder d'où le problème vient. Est-ce que le choix qui a été fait, c'est le meilleur choix? Puis, quelles sont les avenues qu'on aurait pu prendre? Par la suite, on va amener un processus de contrôle pour s'assurer que le choix qu'on a fait, c'est le meilleur puis qu'il se maintient dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on fait un contrôle puis on regarde que dans 6 mois, ça va être encore le meilleur choix. Fait qu'il faut toujours revenir puis se re-questionner. Ça, c'est quand c'est vraiment ponctuel. Quand on a une problématique qu'on veut régler puis on veut faire du forecast pour s'améliorer, mais là, c'est pas nécessairement une décision qui va être individuelle, c'est-à-dire que je vais regarder la problématique, je vais impliquer l'ensemble de l'équipe, avoir le plus de feedback possible pour qu'on prenne une décision concertée, puis qu'on puisse éliminer à la base tous les irritants puis les erreurs potentielles qu'une seule personne n'aurait pas vues. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire une gestion qui est autant pluridisciplinaire que avec le plus de gens possible qui sont impactés par la problématique. À chaque fois qu'il y a un problème ou quand on veut mettre un processus en place, c'est toujours planifier, amener une situation de contrôle par la suite, puis revenir vérifier aussi suite au contrôle si dans le temps on a la meilleure solution. Puis c'est certain, ça revient un peu à PDCA là, si on veut, c'est planifier, diriger, donc diriger ou déléguer la problématique, parce que c'est pas nécessairement moi, s'il y a un problème, c'est pas moi qui résout tous les problèmes, je vais les déléguer, là, mais déléguer la situation. Après ça, on veut contrôler, puis maintenir dans le temps, là, trouver des nouvelles alternatives. Parfait. Est-ce que vous informez vos employés des différentes stratégies ou objectifs comme pour que ça puisse les motiver à les atteindre? Puis par employé, je veux pas seulement dire comme, mettons, comme... tu sais, t'as les cadres, oui. T'as les employés sur le plancher. Oui, exact, ça les produits.
on va s'entendre qu'il y a deux... Moi, c'est ce que je remarque, là, il y a comme deux groupes ici. T'as nous, les cadres, t'as les employés sur le plancher, puis il y a souvent des tensions. Là, moi, c'est ce que je ressens. Oui. C'est pas ma vision. Okay. Moi, ma vision, on est une équipe, première des choses. Ça fait pas longtemps que je suis ici. Je suis arrivé ici il y a 6 mois. Okay. Ça fait peut-être 7 maintenant, mais plus 6 mois, des 6 derniers mois. Avant ça, j'étais dans un autre centre de distribution. Même fonction. Oui, au niveau de la stratégie, j'aime diffuser le plus d'informations possible. Tout passe par la communication. Oui. Quand on parle de mobilisation des employés, ça passe par la communication. Faut être transparent, faut tout leur dire. La transparence arrête où la confidentialité embarque. Par contre, la confidentialité, il y a peut-être 10%, même 5% de la stratégie qui est confidentielle. Le reste, on peut tout divulguer. C'est ma façon de faire. Je ne l'ai pas mis en place encore ici parce que, puis tu vas le voir durant les durant les prochains mois. On vient de passer une phase, on a débuté, ça faisait 2 mois que je suis arrivé, on rentrait en négociation de convention collective. On vient d'avoir une entente de principe, le vote va être demain. Donc, de tout rebrasser la soupe, puis de travailler dans ce sens-là, quand il y a un climat de tension qui est quand même très élevé, c'est pas évident, parce que même si la réticence au changement, quand tu es en situation de négociation, est encore plus grande. Déjà qu'il y a déjà de la réticence au changement, s'ajoute à ça en période de négociation un climat de méfiance qui vient s'ajouter à ça. Fait que oui, au niveau de la divulgation des données, on a des tableaux de bord, on a des KPI. Même au début, quand je suis arrivé, pendant 2 mois, on l'a fait. Ça s'est estompé un peu parce que le climat n'était pas favorable à ça. Mais oui, on va revenir avec divulgation des orientations, vers où on s'en va. C'est qu'est-ce qu'on veut amener comme changement, parce que là, la négociation va se terminer. Par la suite, on va dire aux employés vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Puis je vais marteler toujours dans mon discours qu'on est une seule et unique équipe. C'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas, parce que le groupe, si les syndiqués ne sont pas là, c'est plate, moi j'ai pas de travail, puis le travail ne peut pas se faire. Puis malheureusement, s'il n'y a personne pour prendre des décisions, orienter, diriger, puis concerter le groupe, mais même les syndiqués ne pourraient pas travailler. Ça prend chaque personne de l'équipe pour arriver à bon port, puis livrer nos clients, qui est notre raison d'être. C'est livrer nos clients. Si on n'a pas de clients, on n'existe pas. C'est bon. Moi, c'est au niveau de la direction. Quels sont vos rôles en tant que gestionnaire dans l'organisation, en fait? Est-ce que c'est plus un rôle comme décisionnel, comme du sens que la recherche de solutions? Est-ce que c'est un rôle de gestion informationnelle ou plus interpersonnel? Puisque, tantôt, comme je disais, je suis un gestionnaire de niveau intermédiaire, j'ai le bon terme maintenant, je dois utiliser les trois avenues. C'est-à-dire que, de toute façon, tout gestionnaire utilise les trois. C'est certain que où ça va se différencier beaucoup, là, c'est le pouvoir décisionnel qui est attribué à chacune des strates. C'est certain que j'ai moins de pouvoir décisionnel que mon directeur, et mon directeur en a moins que le vice-président, et ainsi de suite. Par contre, on a toujours de la gestion interpersonnelle à faire. Donc, j'en ai à faire, j'en ai au quotidien, autant avec les syndiqués qu'avec les cadres. Puis tout ce qui est niveau stratégique, c'est-à-dire même quand tu montes, les vice-présidents en ont à faire au niveau de leur équipe, parce que des conflits, il y en a partout. Puis au-delà de ça, tu as des alliances stratégiques à faire. Donc le jeu politique, plus tu montes, plus il est important pour arriver à faire passer tes messages, aller chercher tes alliés pour faire avancer tes dossiers. Moi, c'est les relations stratégiques au niveau de mes collègues ou autres chefs, ça se fait, mais c'est dans une moindre. Au niveau, c'est ça, on en fait, je fais un peu les trois, mais je sais pas si ça répond. C'est bon. Je ne rentrerai pas dans les théories. Vous êtes à l'école justement pour avoir les concepts théoriques. Mais ce que vous apprenez, ça se fait en entreprise aussi. Directement. Au cours des dernières années, est-ce qu'il y a eu des gros changements organisationnels dans l'entreprise? Oui. Est-ce que c'est des changements radicaux ou plus graduels, on peut dire? On a vécu de tout.
Je vais repartir 2009, donc en 7 ans de très très gros changements qui ont eu lieu au sein de l'organisation. 2009, on annonce que SAP va s'en venir. Donc, on n'était pas. Connaissez-vous SAP? Oui, ça veut dire quelque chose. C'est Ouais. une entreprise informatique, ça se peut-tu? Oui, mais c'est un logiciel de gestion, OK. autant budgétaire que comptable. C'est vraiment une base de données complète de gestion. Allemande, c'est une compagnie allemande, donc les plus grandes entreprises de ce monde utilisent ça. Même Hydro-Québec utilise ça. Nous, on n'était pas sur SAP avant. Puis en 2009, il y a eu l'annonce. Puis ça a été jumelé avec un autre projet qui est le centre automatique Terpon que je vous parlais tantôt. Donc, ça a été drastique comme changement parce que tu changes complètement la façon de faire, mais de tout le monde dans l'organisation. Tout le monde est impacté parce que ça a même un incidence jusqu'au service de la paye. Donc, même les gens qui n'ont pas affaire avec l'informatique, les assembleurs de commandes, ont eu un changement parce qu'on a automatisé, jusqu'à automatiser les slips de paye, les bordereaux de paiement. On les a rendus informatiques avec ça, donc pour éliminer le papier et tout. Fait qu'on a eu un gros changement drastique du jour au lendemain. Le déploiement a eu lieu, c'était drastique parce que c'était du jour au lendemain, malgré tout le travail préalable qui a eu lieu, qui a duré 1 an, 1 an et demi. Jumelé à ça, l'ouverture d'un centre automatisé, c'est-à-dire qu'on a annoncé la fermeture d'un centre complet à Montréal-Nord. On est passé de 400, c'est 600 employés, on a conservé 150. Donc, tu annonces que 450 personnes vont perdre leur emploi. C'est pas évident comme gestion de crise non plus. Faut poursuivre la livraison de nos clients pour que les consommateurs aient leurs produits dans un environnement qui n'est pas super. Puis par la suite, il faut que tu gères l'après parce que, veux pas, les relations de travail continuent dans les autres centres. Puis il y a eu des mouvements de main-d'œuvre, par exemple de Montréal-Nord, qui sont emmenés ici à Boucherville, dû à la fermeture du centre. Donc le changement est permanent. C'est pour ça qu'il y a on sent peut-être un niveau de tension. Il y a un historique qui est en arrière de ça. Donc oui, on en a vécu plusieurs. OK, ouais. Je vous ai nommé les drastiques, mais des changements évolutifs, il y en a au quotidien. Si une entreprise évolue pas ou ne change pas, elle ne survivra pas. Tout passe par l'innovation puis le changement. Puis en créant du changement, tu restimules les façons de faire, tu repenses encore, puis en régénérant ça, puis en faisant ça, mais tu t'assures d'être toujours au-devant de tes compétiteurs. Ouais. Donc, Puis, dans le fond, la nouvelle convention collective, c'est comme, est-ce qu'on considère ça comme un changement drastique ou un changement graduel? Parce que je veux pas, vu qu'il y a des nouvelles choses, je ne rentrerai pas dans les détails, comme des nouvelles applications dans la convention, je veux pas, il faut changer nos habitudes de gestion ou il faut changer certains gestes qu'on fait. Je peux que... Si vous seriez venu lundi, j'aurais parlé plus, mais présentement, je peux pas trop en dire. La seule chose que je peux dire, c'est que tout dépendamment de ce qui a été négocié, une convention est toujours en continuité habituellement. À moins qu'il y ait une volonté c'est rare que ça va être de la partie syndicale, mais qu'il y ait une volonté de la partie patronale de faire des progrès au niveau de la flexibilité opérationnelle, au niveau financier. Il va y avoir un impact drastique. Ça va être un choc. Je peux pas rentrer dans les détails de celle-là, mais c'est certain que même si c'est une convention de continuité, il y en a pour qui ça va être un changement drastique parce que le fait de ne pas augmenter leurs conditions de travail, si supposons qu'on demeurait au statu quo, pour eux, c'est une perte. La perte ou la crainte du changement, pour eux, c'est drastique. Pour d'autres, ou pour la majorité, ça va être juste un changement de continuité.
Mais oui, on peut voir ça pour certains comme un changement drastique. Pour certains, ça. Oui. Bon, là, dans la question. Ouais, la résistance, ça va quasiment moins. Ben, est-ce que, tu sais, là, on parle plus des résistances plus négatives, parce que souvent, tu sais, vu que c'est une perte, vu que c'est un statu quo, mais est-ce qu'il peut y avoir des résistances positives? Tu sais, comme, tu sais, il n'y a pas de changement, mais je suis content. Tu sais, genre, je sais pas comment l'expliquer vraiment. Là. OK, mais ce sera pas il n'y aura pas de résistance, ouais, mais il va y avoir une effervescence proactive. Okay. C'est-à-dire que la personne va être contente, puis c'est ça, je comprends pas nécessairement le sens de la question, mais c'est que la personne va être contente et va vouloir embarquer dans le mouvement. Ouais, c'est pas mal ça. Quand on a lu la théorie, c'est pas mal ça. Ouais. Ça parce que dès que tu as une réticence, c'est qu'il y a un frein. Fait que fait que oui, il va y avoir. Ça dépend tout le temps comment. Première chose, dès qu'il y a un changement, ça dépend comment il est amené. Faut toujours que tu regardes les forces puis les contraintes que le changement arrive. Puis, tu sais, tantôt on parlait de transparence, on parlait de communication. Ça va dépendre de comment tu l'amènes. Tu peux tout voir noir d'un changement. Si je ne suis pas capable de te vendre pour les aspects positifs, toutes les forces du changement, tu vas broyer du noir. Puis même si j'ai toute la volonté du monde à toi de démontrer que c'est encore mieux pour toi que le changement qui va arriver, si tu ne veux pas embarquer, on n'arrivera pas. Des fois, le changement est bénéfique et on croit sincèrement qu'il est bénéfique pour tous. On pense qu'il va y avoir un effet d'effervescence puis d'entraînement puis que le monde va embarquer. On ne le sait jamais jusqu'à temps que ça arrive. Mais oui, ça arrive des changements où c'est positif, le monde embarque et où est-ce qu'il y a l'effet de boule de neige. OK. C'est plus ça. C'est plus ça qu'on recherchait. Donc, tout employeur ou tout gestionnaire, peu importe le changement, ce qu'il recherche, c'est l'effet boule de neige. Par contre, on doit travailler avec l'humain. C'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est quelque chose qui est émotionnel. Tantôt, tu parlais de est-ce qu'on je suis plus interpersonnel dans le niveau de ma gestion. Tu n'as pas le choix d'être impersonnel, tu dois gérer au quotidien des émotions. Donc, comment amener les gens à embarquer dans le changement puis avoir un effet positif? Pour toi, ça va être oui. Pour toi, ça va être oui. Puis pour toi, ça va être non, malgré le fait que je vous adresse la façon je vous adresse le changement de la même façon. Parce que toi, au niveau émotif, ben, tu as décidé cette journée-là que tu t'es levé du mauvais pied puis ça ne te tente pas d'embarquer. Fait que c'est difficile, mais oui, on est capable de... Chaque changement, il y a des aspects positifs. Il faut les amener de façon positive. Par expérience. Puis là, vous m'arrêtez si je parle trop. Non, c'est super intéressant. C'est bon. Ouais. Par expérience, il faut évacuer d'entrée de jeu le volet négatif. Démontrer aux gens, voici, on le sait que il va y avoir des difficultés à tel ou tel niveau. On le sait, on le comprend, puis on est là pour vous supporter. Mais voici tous les effets positifs qu'il y a. S'il y a des choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on demeure humain nous aussi, là, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, ou on n'a pas pensé, dites-nous-les, on est là pour l'adresser, puis on va le corriger. Puis quand je parlais qu'on était une équipe tantôt, puis quand on adresse quelque chose au niveau des syndiqués, c'est la même chose. Si une personne ne peut pas voir ce que incluant les chauffeurs, il y a 300 personnes, mais disons 250 personnes, je ne peux pas prendre une décision qui va être favorable ou qui va penser aux spécificités de 250 personnes. Donc, votre expérience va faire en sorte que si vous me partagez vos craintes, vos recommandations, bien, on est capable de modifier puis de rendre le plus grand nombre de personnes heureuses du changement. Fait que c'est pour ça que quand je dis qu'on est une équipe, tout le monde prend part à les décisions. C'est pas tout le monde qui est décideur, mais tout le monde a leur mot à dire s'ils veulent. Puis s'ils décident de ne pas embarquer, ben là, libre à eux. C'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est complet pour ça. C'est complet, Fait qu'on va finir le PODDC avec le contrôle.
Est-ce qu'il y a dans l'organisation différents processus de contrôle qui servent notamment à s'assurer que les objectifs sont en voie d'être atteints, tant au niveau stratégique, administratif ou opérationnel? C'est quoi les moyens que tu utilises? OK. On a le tableau de bord. Donc, tableau de bord, on a toutes nos priorités stratégiques qui sont dans notre de mission vision, toutes nos priorités stratégiques. Puis à l'intérieur de nos priorités stratégiques, mais on a un cadre budgétaire qui est mis. Pour respecter le volet financier. Ça, si je prends un exemple sur la télé avec tous le genre de tableau avec les chiffres dedans. Oui, ça c'est les KPI. OK. Les KPI nous servent à suivre, c'est nos indicateurs de performance. Donc, ça va nous aider à savoir est-ce qu'on est en lien avec la performance de l'entreprise. On peut être super performant puis pas atteindre notre coût du morceau. OK? Parce qu'il y a plein de facteurs. Il y a tout le temps deux aspects qu'il faut, je vais dire trois aspects qu'il faut rentrer en ligne de compte. Tu as le volet performance, c'est-à-dire est-ce que globalement mon organisation est performante? Oui, check. Est-ce qu'au niveau de mes dépenses, je suis en contrôle? Parce qu'au niveau financier, il y a mes dépenses. Est-ce qu'au niveau de mes dépenses, je suis en contrôle? Oui, check, c'est bon. Au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'au niveau de la main-d'œuvre, par rapport à la productivité, par rapport à mes salaires payés, mes avantages marginaux, les vacances, mes coûts de CSST, mes arrêts de travail, est-ce que je suis en lien avec ce qui a été budgété? Oui, check. Globalement, mon coût du morceau va être réalisé. Par contre, les trois sont interdépendants. Je peux être super productif, avoir un coût de main-d'œuvre trop élevé, puis avoir un contrôle sur mes dépenses, puis à la fin de la ligne, je ne rencontrerai pas mon objectif budgétaire. Donc, les trois variables sont interdépendantes. S'ajoute à ça tout ce qui est caractère, développement humain. On parlait tantôt de la rareté de la main-d'œuvre, mais on doit miser sur nos gens. Fait qu'on va faire des sondages à l'interne pour sonder le niveau de mobilisation de nos employés. Okay. Est-ce que tu es heureux de travailler pour nous? Ça fait partie aussi de ce qu'on va valider. Parce que oui, il y a le côté pécunier, puis le côté monétaire, mais il y a le côté relation de travail qui est très important. Puis vie globale, vie collective à l'intérieur d'un centre qui est difficilement mesurable à part avec des sondages. Puis encore là, un sondage, comme j'ai dit tantôt, je prends comme exemple encore, tu te lèves du mauvais pied, ça se pourrait que tu répondes négativement à l'ensemble du sondage, mais on travaille à ça. Puis on se met des barèmes, puis on se met des indicateurs pour essayer de mesurer ça aussi, pour savoir globalement, est-ce que notre gestion est efficace? Ça fait toute partie du tableau de bord qu'on regarde. Donc, c'est complet. C'est ça. Ça ajoute à ça tout le volet disciplinaire donc, qu'on regarde. L'objectif, c'est de donner le moins de mesures disciplinaires. Mais des fois, on n'a pas le choix. Fait que les indicateurs nous indiquent ça aussi. OK. Quel est, selon toi, le style de leadership? Je sais que tu parles, tantôt tu disais la transparence, c'est vraiment important pour toi, la communication. Fait que, je sais pas si tu peux peut-être rajouter quelques détails là-dessus, si tu en as. Sur ton style de leadership dans l'entreprise, si, mettons, avec nous, les coordonnateurs, les contremaîtres, c'est comment tu t'approches pour... Tu sais, souvent, tu as des problèmes que c'est négatif, mais comment tu vas amener le problème qui est négatif, de l'amener d'une façon constructive pour que les dommages soient pas trop forts. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai un style de leadership mobilisant, qui passe beaucoup par la participation des gens. Puis ça, peu importe, on parle des niveaux, j'aime pas ça, mais qui passe par toute l'équipe. Ça fait drôle parce que j'ai pas été présent beaucoup durant t'es là sur tout le week-end, mais durant les 3 derniers mois, on était en égo, j'étais pas beaucoup présent, puis ça fait drôle de parler de communication, de présence quand que même moi je me sentais pas présent, tu sais. Mais oui, j'ai un style de leadership qui passe par là. C'est pas tout le monde qui partage mon point de vue, mais c'est certain que ça demande du temps. Ça demande de l'énergie, d'aller chercher le thinking ou le point de vue de chacun des membres de l'équipe. Je pense par contre qu'à moyen terme, puisqu'à court terme, c'est plus énergivore, mais à moyen terme, il y a plus de satisfaction qui est générée de la part de l'équipe parce que tu as participé au processus décisionnel, tu as amené ton point de vue,
puis déjà que je t'ai consulté, j'ai 2/3 du chemin de fait pour que tu embarques dans mon nouveau dans mon changement. Le fait d'impliquer les gens puis qu'ils fassent part du processus décisionnel par un leadership de mobilisation fait en sorte que je vais aller te chercher puis ça va être plus facile pour moi de t'embarquer. OK. C'est ma façon de faire. C'est certain que je peux toujours te... Tu sais, je suis communicateur, j'aime bien expliquer les choses, même si je t'explique toujours bien les choses, puis que je te fais tout le temps la belle façon, puis tout ça c'est éphémère. Bon, c'est bien beau, oui, il est poli. Oui, il me parle, puis il me dit bonjour. Oui, il me dit que je fais du bon travail une fois de temps en temps. Mais au-delà de ça, c'est quoi la valeur ajoutée que tu as? Tout le monde a une valeur ajoutée, qui qu'il soit. Il y a des gens qui sont probablement plus brillants que moi au plancher, mais malheureusement, le contexte a fait en sorte qu'il est assembleur. Puis moi, j'ai l'opportunité d'avoir un poste de gestion. Mais il y a probablement peut-être même plus d'idées que moi. Comment je fais pour aller chercher ces idées-là, puis faire grandir l'organisation? Ouais. Moi, je grandis de ça, lui, il grandit de ça, puis tout le monde grandit. Mais c'est ça qu'il va falloir, ça va être le gros défi des prochains mois, amener au niveau de l'équipe. Et c'est un méchant défi, je te dis. Okay. Je te dis pas que j'ai pas la prétention de dire que je vais réussir, mais habituellement, je mets tout en œuvre pour que ça réussisse. Bon. Mais c'est tout un défi. On est là pour 2 ans. C'est bon. Wow. OK. Dernière question de Ça contrôle. répond à la question? Ouais, Ouais, c'est parfait. D'après toi, les employés sont-ils motivés et satisfaits? Dans l'ensemble de l'équipe, tu parles d'une équipe unie. Là. Dans l'ensemble de l'équipe, tu penses que tous les employés sont motivés et satisfaits? Présentement, Globalement. au sein de l'organisation Ouais. ou au sein d'ici? Je dirais ici. Vu on parle plus ici. Ouais, je dirais plus ici. Non. OK. Pourquoi? Il y a tout un historique. Écoute, il y a un monsieur, la semaine dernière, je lui ai remis sa plaque, il partait à la retraite, 45 ans de service. Wow. Il y a du vécu en arrière de ça. La majorité des gens ont 30 années de service. Il y a eu... L'entreprise, ça n'a pas toujours été Sobeys, ça a changé de propriétaire plusieurs fois. La mémoire collective reste toujours présente. Les choses qui sont arrivées dans le passé ont créé des marques. Puis même les jeunes qui n'ont pas connu ces conflits-là en ont tellement entendu parler qu'ils en font partie prenante, ils sont maintenant partie prenante de ces conflits-là, puis ils font partie de la mémoire collective. Donc la culture organisationnelle en place ici fait en sorte... OK, c'est pas évident. Moi, mais fait en sorte que le sentiment de collaboration avec l'employeur est pas là. Le sentiment d'adhésion et de volonté de travailler pour l'organisation est pas là. Il y a un climat de méfiance. Puis, je le comprends. Mais il va falloir le changer. Donc, quand que tu me demandes est-ce que les employés sont heureux, il y en a sûrement qui sont heureux. Je peux pas croire qu'il y en a qui sont peu heureux. Par contre, qui on entend le plus parler, c'est tout le temps la masse critique, C'est vrai. qui sont les plus grands parleurs, puis habituellement, ceux qui ont les plus grandes gueules, c'est la masse de mécontents. C'est eux qu'on entend. 10% versus 90%. Dans un centre comme ici, on peut le mettre, le pourcentage est probablement plus élevé, là, mais il y en a sûrement qui sont heureux. En tout cas, il y en a un en avant de vous qui est heureux. Je suis content d'être ici. Je vais tout mettre en œuvre pour changer ce climat-là, cette culture organisationnelle-là. Une culture organisationnelle, c'est pas vrai que ça change en criant ciseaux, surtout avec une historique comme ça. Mais il y a des actions qu'on peut faire au quotidien. Ça commence avec une négociation de nouvelles conventions collectives, puis des actions qu'on va mettre par la suite. Mais oui, il y a beaucoup de travail à faire. Excellent. Parfait. On va passer plus à côté problématique pour le taux de roulement.
Fait que, quelles sont, selon toi, les causes d'un taux de roulement élevé dans l'organisation? Mettons, on parle pas nécessairement de Sobase Inc., mais vraiment ici, à Boucherville. J'ai pris, je sais pas, je t'ai donné l'exemple au début de l'été. Quand je suis rentré, on était, je sais pas, une vingtaine, puis à la fin de l'été, je pense qu'on est 3. Moi, je suis rendu dans les bureaux, puis je pense qu'il y en a 2 encore sur le plancher. Fait que c'est quoi les causes de tous ces départs-là, d'après toi? Nature du travail, OK. d'un, tu me corrigeras. Puis tant mieux, écoute, c'est un de nos plus grands soucis, la rétention du personnel. Nature du travail. Cet été, on a vécu quelque chose qui est assez particulier, c'est que on était en pénurie de main-d'œuvre au début de l'été, parce qu'il y a certaines personnes qui sont parties. Il y a eu des mises à pied aussi, parce que tout dépendant des dossiers, on n'embauche pas nécessairement tous les gens qu'on aimerait embaucher, ou tous les meilleurs qu'on aimerait embaucher. Il y en a des fois qui sortent de la masse. Puis il a fallu faire des vagues d'embauche. On a embauché des employés à temps occasionnel, donc où on leur annonce qu'ils vont faire entre 24 et 32 heures durant l'été, des fois même 16 heures. Les gens, on était tellement en manque de personnel durant l'été que les gens nous donnaient des fois des disponibilités de 24 heures par semaine, mais on les assignait par ordre inverse jusqu'à le temps de leur faire 40 heures. Donc, premièrement, tu t'attends de travailler 24 heures, je t'oblige à travailler 40 heures. C'est pas plaisant. La majorité, quand ils nous ont quittés au mois d'août, ce qu'ils nous ont dit, puis peut-être que tu as d'autres informations, mais moi c'est l'information que j'ai eue. Je suis tanné de me faire assigner par ordre inverse, de un. Donc, j'ai manqué mon été. Mais plusieurs ont dit, j'ai fait en 2 mois ce que j'avais prévu faire durant tout l'été, dû au fait qu'ils ont travaillé 40 heures par semaine. Donc, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est profiter du restant de l'été. C'est exceptionnel ce qu'on a vécu cet été. C'est la première été qu'on vivait ça. Oui, c'est un problème de rétention qui a été causé par 2 facteurs principaux. Un haut taux d'accidents de travail inhabituel, puis un haut taux d'absentéisme. Quand je parle d'absentéisme, je parle pas juste de l'absentéisme réel. L'absentéisme réel, pour moi, c'est de l'absentéisme quotidien. Toi, t'appelles parce que tu es malade ce matin. Mais il y a l'absentéisme global, c'est-à-dire que tu es en arrêt de travail pour autant au niveau familial que personnel. Donc, un taux d'absentéisme super élevé. Il y a un contexte aussi, oui, il y avait le contexte des négos qui faisait en sorte que... je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en a certains qui recherchent une sécurité, soit en étant sur un programme, un arrêt de travail, tu es sur les assurances, si tu es en arrêt de travail pour accident de travail, tu es sur la CNESST aussi. Je pense pas que les gens soient mal intentionnés à ce point-là, mais il y en a certains qui jouent le système. Fait que ça fait en sorte que on les a assignés par ordre inverse. C'est ces facteurs-là, c'est malgré nous, mais ça s'est arrivé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Au début de l'été, on a la fête du Québec. Puis souvent, la demande est vraiment forte. Pour des congés? Pas nécessairement pour les congés, mais la demande dans les épiceries aussi. Ah oui. Fait que souvent, vu qu'on est nouveau, on n'est pas aussi productif que quelqu'un qui a de l'expérience en a. Fait qu'on est plus lent. Fait que souvent, vu qu'on roule pas assez, on est obligé d'assigner de l'overtime. Puis on part de la liste par en bas, fait que souvent c'est toutes les occasionnels qui passent. Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est qu'il était tanné d'être assigné en overtime parce que... Mais ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que mon ami, je te disais, il disait toujours l'overtime, c'était toujours comme il trouvait ça. Moi, ça me dérangeait pas personnellement. Il travaillait ici? Ouais, il travaille ici dans ce centre de distribution. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Sinon, l'école aussi, il y en a qui n'aiment pas ça avoir un job pendant l'école. Ça, je l'ai déjà entendu, mais je pense qu'il y a 2 ou 3. Mais aussi, c'est pour ça qu'on a eu une vague de départ. C'est pour ça aussi qu'on avait une volonté de changer la dynamique avec une nouvelle convention collective. Est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas, on va le savoir lundi, je pourrais vous le dire. Non, mais on avait une volonté de, justement, parce que c'est pas évident, autant pour les permanents que pour les employés à temps partiel. Donc, les réguliers, les employés à temps partiel, il faut trouver une façon de faire. Fait que oui, au niveau de la rétention, je pense que c'est les causes.
Puis, Je pense qu'au-delà de ça, la nature ouais. du travail est difficile. OK. Je t'amène ensuite les conséquences directes d'un taux de roulement élevé dans l'entreprise. Dans le fond, tu disais que la rareté de la main-d'œuvre, c'est surtout ça que ça amène une difficulté à être productif, j'imagine, pour les objectifs. Oui, ça l'amène une baisse de productivité, c'est certain. Mm-hmm. Puis ça l'engendre des coûts parce que chaque personne qu'on embauche, juste la formation, à chaque personne, c'est environ 3 000 $ d'investi. Ça monte vite, fait que surtout si la personne... il n'y a pas nécessairement un retour sur l'investissement. Si la personne ne reste pas assez longtemps, mais il n'y a pas de retour sur l'investissement. Donc, c'est les coûts. Puis, on se met à risque. Je l'ai dit, on a une raison d'être, c'est nos clients. Puis, ultimement, le consommateur. Si on n'est pas capable, on a des difficultés à livrer nos clients, puis que les consommateurs ne sont pas satisfaits en bout de ligne, on court à notre propre perte. Fait que ça a une incidence, oui, monétaire, mais sur notre raison d'être aussi. OK. C'est bon. Dernière question. Est-ce qu'il y a déjà des solutions en place pour essayer de régler ce problème-là? Ou c'est vraiment... vous avez fait de votre mieux, puis... c'est un peu à l'improviste. T'engages des gens, tu penses que ça peut être des bonnes personnes qui ont du potentiel, mais quand tu les vois genre, sur le plancher, puis quand de l'action, tu vois malheureusement des fois que... Je l'ai vu, dernièrement, on en a fait des embauches, puis oui, on pensait qu'il y avait du potentiel, mais malheureusement, ils n'ont peut-être pas le potentiel escompté. Est-ce qu'il y a des solutions que tu mets déjà en place pour essayer de régler cette problématique-là? Oui. Est-ce qu'ils sont en vigueur là? Non. OK. On est tout en train de revoir l'ensemble du processus d'embauche. OK. On veut mettre un contrôle, autant au niveau physique, parce que veut pas, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui ont une incapacité au niveau physique qu'on n'est pas capable de déceler dès le départ, à moins de faire un examen médical. On le faisait pas au niveau médical, on le faisait dans un autre centre. Donc la personne arrive pas capable de faire le travail parce qu'on l'a pas testé préalablement au niveau médical. Ça va rentrer. L'autre chose, tout le volet de la formation, on va le revoir de A à Z en impliquant les gens. C'est-à-dire que la formation que tu as eue à l'entrée, toute l'explication, tout le côté mobilisation, je veux que tu sois engagé envers l'organisation quand je t'embauche. Présentement, tu l'as fait de la formation, on n'est pas là. Ben, on est moins là. Oui puis non. Ben, j'ai vu un peu de mobilisation, mais peut-être pas au maximum. Pas au maximum. Comme tu le désirais. Mais t'avais-tu le goût de travailler pour Sobeys Boucherville? Tu te sentais-tu à part entière non, chez Sobeys? Ça c'est sûr non que non. Puis tu cherchais pas, toi, un emploi permanent ici. Imagine quelqu'un qui vient et il veut avoir un emploi permanent. Il voit pas la fin. Il faut qu'il soit engagé. Il va rester ici. Il va travailler 40 heures par semaine. Il va passer plus de temps avec nous qu'avec sa famille. Faut qu'ils veulent être ici. Faut qu'ils aiment être ici. C'est pas évident à créer. Donc, on va tout revoir le volet formation. Au-delà de ça, au niveau provincial, on avait fait parce que c'est pas propre à Boucherville, le phénomène de la rétention. Et c'est pas propre à Sobeys non plus. Puis c'est pas propre seulement à l'industrie alimentaire. Nos compétiteurs, ils viennent de perdre la moitié de leur partiel juste à côté. Okay. Je les nommerai pas, mais exactement, ils ont perdu la moitié de leur partiel. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre aussi. Toute entreprise est à risque au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Puis plus ça va aller, plus les baby boomers vont partir, plus les postes vont se libérer, plus des postes attrayants vont se libérer, plus la pénurie de main-d'œuvre pour les emplois précaires va être difficile à combler. Il y a des comités provinciaux chez Sobeys qui sont mis en place. Donc, il y a des gens de chaque centre qui se rencontrent pour trouver des moyens c'est un comité rétention qu'on appelle, trouver des moyens de retenir nos gens, puis favoriser et l'embauche et la rétention. Fait que ça, c'est en place. Okay. Oui. Mais est-ce que les mécanismes qui sont en train de se développer ou qui ont été pensés sont déployés? Non, pas encore. C'est du travail de long. C'est pas du travail à court terme. Okay. Faut faire les choses, faut impliquer les choses, faut le faire de bonne façon.
puis on va avoir un impact durable, on ne veut pas avoir un impact ponctuel. Fait qu'il faut prendre le temps de le faire. On parlait tantôt de planification. Vous m'avez demandé d'une entrée de jeu d'une problématique. Oui. Ben, on est dans la phase de planification. On rentre dans la phase de délégation de qui va le faire. OK. Là, il va falloir contrôler, puis il va falloir continuer à innover parce que le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre, avec les générations qui changent, il va tout le temps falloir s'adapter à la nouvelle génération. Fait que ça rejoint un peu ce qu'on a dit d'entrée de jeu. Excellent. C'est bon? Si on fait des liens. Ouais. Ouais. C'est bon. Avez-vous d'autres questions? Je trouve que c'est Perso, complet. non. Non, c'est Aussi. fun. Gros merci, Simon. Ouais, Ça fait plaisir. merci. Merci de ton temps. Merci. Merci. Que la seule question que je te pose, nous, c'est sûr, on fait un travail sur des solutions de problématiques. Est-ce que tu es intéressé à avoir Pleinement. pleinement? Ouais. Oui, si j'ai des suggestions. Mais quand ça soit fini, je t'enverrai ça par courriel, puis je te donnerai ça. C'est bon. Excellent. Oui, merci. Gros merci Bonne encore. chance. Ben, merci. Bon retour. Merci. On se revoit à un moment donné. Oh oui. Bye, merci. Bon. Bon, alright. Ouais. Ouais. Bon, ça a duré 1 heure.